À 2 heures du matin, pieds nus et tremblante, Kima, 17 ans, serrait un petit sac en plastique contenant ses affaires tandis que la porte de la maison claquait derrière elle. Les derniers mots de son beau-père résonnaient à ses oreilles. « Tu n'es pas de mon sang. Va trouver tes vraies personnes. » Elle pensait que le chauffeur de taxi n'était qu'un inconnu jusqu'à ce qu'il dise son nom complet et sourit. Kima n'avait que 6 ans. Quand tout dans sa vie a changé, sa mère s'est remariée et ils ont emménagé dans une nouvelle maison avec un homme nommé Gelo. Dès le début, Gelo n'aimait pas Kima. Il n'aimait pas Kima. Il la regardait comme si elle était un fardeau et disait à sa mère « Elle n'est pas de moi, c'est ton problème. » Ces mots sont restés gravés dans la mémoire de Kima pendant des années. Au début, elle essayait d'être gentille et serviable, espérant que Gelo la traiterait un jour comme un membre de sa famille. Mais quoi qu'elle fasse, ce n'était jamais suffisant. Chaque jour, pendant que les autres enfants jouaient ou regardaient la télévision, Kima nettoyait la maison, préparait les repas ou s'occupait des tâches ménagères. Gelo n'y la remerciait jamais. Au contraire, il fit comme si elle n'existait pas. Sa mère, craignant de provoquer des disputes, garda le silence. Kima restait assise tranquillement pendant le dîner, tandis que Gelo riait avec ses amis et la traitait comme une ombre. Elle portait de vieux vêtements, mangeait en dernier et était blâmée pour des choses qu'elle n'avait pas faites. Même à l'école, elle ne parlait plus beaucoup, car la tristesse qu'elle portait était trop lourde. Avec le temps, la douleur d'être non désirée est devenue normale pour elle. Elle ne pleurait plus, non pas parce qu'elle n'était plus blessée, mais parce qu'elle n'avait plus de larmes. Kima se sentait comme une invitée chez elle. Personne ne la serra dans ses bras, personne ne lui demanda si elle allait bien. Elle était là, mais c'était comme si elle n'avait aucune importance. Et même si au fond d'elle-même elle n'était qu'une enfant, Kima commença à croire ce que Gelo disait, qu'elle n'avait rien à faire avec elle. À 16 ans, Kima a vécu un événement qui lui a brisé le cœur. Sa mère est tombée gravement malade pendant sa grossesse. Chaque jour, Kima la voyait lutter, s'affaiblir de plus en plus. Kima a fait de son mieux pour aider, s'occupant de tout à la maison tout en continuant à aller à l'école. Elle espérait que le nouveau bébé lui apporterait un peu de bonheur. Mais au lieu de cela, la situation a empiré. Après un accouchement long et douloureux, sa mère donna naissance à un petit garçon. Mais quelques heures plus tard, elle décéda. Kima resta figée sous le choc. Sa mère, la seule personne qui lui ait jamais témoigné de l'amour, était partie. Mais elle n'avait pas le temps de pleurer. Le bébé, Lumo, pleurait et avait besoin de soins. Gelo, au lieu de manifester tristesse ou gentillesse, regarda Kima avec colère et dit « C'est ta faute, tu portes malheur. » Ces mots lui transpercèrent le cœur, mais elle garda le silence. Elle serra le bébé contre elle et se promit de le protéger, quoi qu'il arrive. Même si elle n'était qu'une adolescente, Kima était devenue tout pour le petit Lumo. Elle le nourrissait, le changeait, veillait la nuit quand il pleurait et lui chantait même des chansons douces pour le faire sourire. Personne ne l'aidait. Gelo les ignorait tous les deux. Ils sortaient pendant des jours, buvaient et faisaient comme si Lumo n'existait pas. Mais Kima s'en fichait. Elle aimait le bébé de tout son cœur. À ses yeux, il faisait partie de sa mère, de son amour. Mais quand Lumo eut 1 an, quelque chose de cruel se produisit. Le jour de son anniversaire, alors que Kima préparait un petit repas avec le peu d'argent qu'elle avait économisé, Gelo entra dans la maison et dit froidement « Tu as rempli ta mission. Maintenant, va-t'en. » Kima n'en revenait pas. Elle le supplia de rester, de tenir Lumo dans ses bras, juste une fois de plus. Mais Gelo ne l'écouta pas. Il jeta ses affaires dehors et lui claqua la porte au nez, la laissant seule, le cœur brisé, dans le froid. Il pleuvait à verse cette nuit-là. L'horloge indiquait 2 heures du matin et la rue était silencieuse. Tout le monde dormait, sauf Kima. Son cœur battait fort tandis que Gelo lui criait dessus à nouveau, plus fort que jamais. Son visage était empli de colère et ses yeux semblaient dénués d'âme. Avant qu'elle puisse dire un mot, il l'attrapa par le bras, la traîna dehors comme une ordure et claqua la porte derrière elle. Son vieux sac à dos usé atterrit à côté d'elle dans la boue. C'était tout ce qu'elle avait. Ses vêtements étaient mouillés, ses mains tremblaient et les larmes se mêlaient aux gouttes de pluie sur son visage. Elle se tenait au milieu de la route, pieds nus, ne sachant où aller. Pas de famille, pas d'amis, pas d'argent. Rien, juste la douleur et un cœur fatigué de se briser. Elle serrait fort son sac à dos et essayait de ne pas pleurer trop fort, mais son corps ne pouvait cacher la peur. Elle n'était qu'une enfant et le monde lui semblait si grand et si cruel. Elle murmura au ciel.
Pourquoi personne ne veut de moi? Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Un taxi passa lentement. Le chauffeur aperçut la petite silhouette sous la pluie, s'arrêta et baissa sa vitre. « Ça va » demanda-t-il. Kima ne leva pas les yeux tout de suite. Elle était gênée, froide, effrayée. Elle finit par murmurer « Je n'ai pas d'argent ». Le chauffeur descendit, s'approcha doucement et la regarda avec des yeux doux. Puis il dit quelque chose d'étrange. « Bien, ça veut dire que tu ne fuiras pas quand je te dirai qui je suis. » Kima cligna des yeux, perplexe. Pourquoi un inconnu dirait-il ça? Qui était-il? Mais son regard était différent de celui des autres. Ce n'était pas de la pitié, c'était quelque chose de plus profond, comme s'il la connaissait. Elle l'ignorait encore, mais cette nuit pluvieuse, la pire de sa vie, allait devenir celle où tout allait basculer. Car l'homme dans le taxi n'était pas n'importe quel chauffeur, c'était quelqu'un qui la cherchait depuis très longtemps. Kima était assise tranquillement à l'arrière du taxi, encore tremblante de froid et de peur. Le chauffeur la regarda dans le rétroviseur, puis gara lentement la voiture sur le bord de la route. Il se retourna, la voix calme mais pleine d'émotion. « Kima » dit-il doucement. Elle se figea. Comment cet homme connaissait-il son nom? Elle ne l'avait jamais vu auparavant. Son cœur se mit à battre plus vite. Puis il sourit doucement et dit « Je suis Tego, j'étais le meilleur ami de ton père. » Les yeux de Kima s'écarquillèrent de surprise. Son père? On lui avait toujours dit que c'était un homme mauvais, quelqu'un qui partait sans s'en soucier. Mais maintenant, cet inconnu, Tego, lui racontait une histoire différente. Tego la regardait avec une telle attention. « Ton père t'aimait plus que tout, » dit-il. « C'était un homme bien, mais il est mort trop tôt. Avant de mourir, il m'a fait promettre une chose, te retrouver si jamais quelque chose arrivait. » Kima n'en croyait pas ses oreilles. Toute sa vie, elle avait cru que son père était une erreur, quelqu'un à oublier. Mais maintenant, elle apprenait que tout ce que sa mère lui disait était faux. Tego expliqua comment sa mère avait gardé secret le père de Kima. Il y avait des problèmes entre eux, des mensonges et de la douleur. Mais son vrai père avait toujours voulu faire partie de sa vie. Il avait écrit des lettres, essayé de prendre contact avec Kima, mais rien n'était jamais parvenu. La voix de Tego se brisa légèrement lorsqu'il dit « Je t'ai cherché pendant des années, espérant tenir ma promesse. Et ce soir, quand je t'ai vu seul sous la pluie, j'ai tout de suite su. » Les larmes de Kima revinrent. Mais cette fois, elles étaient différentes. Pas seulement tristes, mais pleines de sentiments indescriptibles. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un était venu la chercher. Quelqu'un qui connaissait son nom, son histoire, et qui ne s'était pas éloigné. Alors que le taxi avançait à nouveau, quelque chose en Kima commença à guérir. L'homme au volant n'était pas un inconnu après tout. Il faisait partie de son passé, un souvenir qui n'avait jamais vraiment disparu. Et peut-être, était-il le début d'un avenir meilleur. Alors que la voiture quittait la ville, Kima s'assit silencieusement à côté de Tego, serrant fermement son sac déchiré. La route était longue et calme, et les arbres des deux côtés semblaient paisibles, bien différents de la vie qu'elle venait de quitter. Tego ne parlait pas beaucoup, mais sa présence calme la rassurait. Lorsqu'ils arrivèrent enfin chez lui, à la campagne, il faisait encore nuit. Mais dès que la porte d'entrée s'ouvrit, une douce lumière jaillit et une femme douce au regard bienveillant les attendait. Elle s'appelait Abeni, la femme de Tego. Elle ne posa pas beaucoup de questions à Kima. Elle ne la regarda ni avec pitié ni avec confusion. Elle la serra simplement dans ses bras et lui dit « Bienvenue à la maison, mon enfant. » Ces mots firent monter les larmes aux yeux de Kima. Personne ne l'avait jamais appelée ainsi, pas même sa propre mère après son mariage avec Gilo. Ce soir-là, Abeni lui offrit un repas chaud, des vêtements propres et une chambre à elle, ce qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Le lit était moelleux, les couvertures sentaient bon le frais, et il y avait même une petite lampe sur la table à côté d'elle. Elle s'assit sur le lit, regardant autour d'elle, incrédule. C'était comme un rêve. Pour la première fois de sa vie, elle n'était plus traitée comme un fardeau. Le lendemain, Abeni lui a fait la surprise d'un petit gâteau d'anniversaire. « Tu as dit à Tego que ton anniversaire était la semaine dernière, » a-t-elle dit. « On est un peu en retard, mais c'est quand même pour toi. » Kima était sans voix. Elle n'avait jamais mangé de gâteau auparavant. En soufflant la bougie, elle fit un vœu silencieux pour que Lumo, son petit frère, soit en sécurité. Tego et Abeni l'aidèrent également à retourner à l'école. Elle reçut des livres, un sac à dos et de nouveaux vêtements. Kima était intelligente et avide d'apprendre,
et ses professeurs étaient bienveillants envers elle. Chaque jour, elle travaillait dur en classe, mais malgré les apparences, une profonde douleur subsistait dans son cœur. La nuit, lorsque la maison était silencieuse, Kima fixait le plafond et pensait à Lumo. Elle se souvenait de ses petits doigts qui serraient les siens, de son rire quand elle lui chantait des chansons, de ses larmes quand elle partait. Elle l'avait élevé comme une mère, et maintenant, elle ne savait même pas s'il allait bien. Même si sa nouvelle vie était pleine d'amour et de réconfort, une partie de son cœur restait attachée au petit garçon qu'il appelait encore sa sœur. Un après-midi tranquille, alors que Tego rangeait un vieux coffre en bois ayant appartenu à la mère de Kima, il trouva quelque chose d'étrange caché entre deux vieux livres. C'était une petite enveloppe jaunie sur laquelle était écrit le nom de Kima, d'une écriture tremblante. Tego l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une lettre, écrite par la mère de Kima, mais jamais envoyée. En la lisant, ses mains se mirent à trembler. La lettre était pleine d'émotions profondes. La mère de Kima a écrit sur son plus grand regret, caché la vérité sur son véritable père. Elle a admis que le père de Kima était un homme bon et honorable, quelqu'un qui les aimait sincèrement. Mais la peur, l'orgueil et la pression des autres l'ont poussée à garder le secret. Elle expliqua comment elle avait épousé Gilo pour survivre, mais ne cessa jamais de se sentir coupable de ce qu'elle avait fait. Elle implora Kima de lui pardonner. Elle écrivit « S'il te plaît, pardonne-moi de t'avoir laissé grandir sans connaître la vérité. J'étais faible, mais tu as toujours été fort. J'espère seulement qu'un jour quelqu'un te dira la vérité. » Puis vint le moment le plus choquant. La lettre indiquait clairement que Gilo n'avait aucun droit légal sur Kima. En fait, il n'était même pas censé être son tuteur. Et, plus surprenant encore, la lettre révélait que Lumo n'était pas non plus l'enfant biologique de Gilo. La mère de Kima avait également gardé ce secret. Le père de Lumo était mort avant sa naissance, et Gilo n'était resté que pour l'argent et le contrôle. Taeko n'en revenait pas. Il appela immédiatement un baini. Ensemble, ils montrèrent la lettre à Kima. En lisant les mots de sa mère, ses mains tremblèrent et des larmes coulèrent sur ses joues. Pendant toutes ces années, elle s'était crue indésirable, mal aimée et un fardeau. Mais maintenant, elle comprenait enfin. Sa vie avait été bâtie sur des mensonges. Sa mère avait commis de terribles erreurs, mais au moins, elle avait essayé d'écrire la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Surtout, le cœur de Kima se brisa, à la fois de tristesse et de soulagement. Tristesse pour toute la douleur qu'elle avait endurée, mais soulagement que Lumo ne soit plus lié à Gilo. Il n'était pas coincé avec cet homme cruel pour toujours. Il y avait de l'espoir. Cette lettre a tout changé. Elle a donné de la force à Kima. Elle en avait désormais la preuve. La preuve qu'elle n'avait jamais été une Gilo à jeter, et que Lumo n'avait pas à l'être non plus. Kima, autrefois une fille réservée et sans voix, commença à changer. Grâce à l'amour et au soutien de Tego et d'Abeni, elle a commencé à croire en elle. Un jour, Tego l'a emmenée visiter une petite association qui aidait les enfants maltraités, abandonnés ou oubliés, comme elle. En traversant le bâtiment et en voyant les visages effrayés des petits-enfants, Kima a senti un changement en elle. Elle savait exactement ce qu'ils ressentaient, la peur, la solitude, le sentiment d'être indésirable. Elle leur a demandé si elle pouvait les aider. Le personnel l'a accueillie à bras ouverts, heureuse d'avoir quelqu'un qui comprenne vraiment les enfants. Kima a commencé à passer ses après-midi à lire aux petits, à les nourrir et à jouer avec eux. Les enfants se sont rapidement attachés à elle et, pour la première fois, Kima a senti qu'elle avait un but. L'une des travailleuses l'a encouragée à raconter sa propre histoire, la douleur, la trahison et la force qu'il lui a fallu pour survivre. Au début, Kima était effrayée. Sa voix tremblait la première fois qu'elle a pris la parole devant un groupe de femmes lors d'une petite réunion communautaire. Mais tandis qu'elle parlait, les gens l'écoutaient, certains pleuraient, d'autres se levaient et applaudissaient. On lui disait qu'elle était courageuse. D'autres invitations arrivaient. Elle a commencé à prendre la parole dans des églises, des écoles et des rassemblements de femmes. Elle n'utilisait pas de mots savants, mais disait simplement la vérité, venue du cœur. Elle leur racontait la mort de sa mère, comment elle avait été jetée dehors sous la pluie et comment un inconnu, qui s'est avéré être l'ami de son père, l'avait sauvée. Bientôt, les chaînes d'information locales ont commencé à appeler. Elle voulait entendre la jeune fille qui avait transformé la douleur en pouvoir. Le visage de Kima a été diffusé à la télévision et son histoire a touché des milliers de personnes. Des gens ont commencé à lui écrire des lettres pour la remercier d'avoir parlé.
Certains ont même dit que son histoire leur avait donné le courage de quitter des foyers difficiles ou de parler de leurs propres douleurs. Kima n'en revenait pas. La jeune fille qui dormait autrefois dehors, avec seulement un sac à dos et sans espoir, aidait désormais les autres à trouver leur voie. Elle ne se contentait plus de survivre. Elle se battait pour les autres, devenant une lumière pour les enfants encore prisonniers des ténèbres. Et elle s'est promis une chose, elle ne laisserait plus jamais un enfant se sentir aussi oublié qu'elle. À 18 ans, Kima a commencé à entreprendre les démarches pour faire revenir son petit frère, Lumo. Elle n'avait jamais cessé de penser à lui. À chaque anniversaire, chaque nuit paisible, chaque moment heureux, elle souhaitait toujours que Lumo soit à ses côtés. Avec l'aide de Tego et d'un avocat bienveillant qui avait écouté son histoire, elle a déposé une requête pour obtenir la garde de son frère. Elle n'était plus une jeune fille effrayée. Elle était désormais une jeune femme avec une voix et prête à se battre. Après des mois de paperasse et d'attente, le jour J arriva enfin. Kima, accompagnée de policiers et d'agents de protection de l'enfance, arriva au domicile de Gilo. Son cœur battait la chamade. Elle n'avait pas vu cette maison depuis des années, celle-là même où elle avait été traitée comme une moins que rien. Gilo est sorti, a ri en la voyant et a dit cruellement. Alors, la fille qui pleurait sous la pluie veut jouer les héroïnes maintenant. Mais il a arrêté de rire dès qu'il a vu les documents du tribunal. Les policiers lui ont dit que c'était fini. Il n'avait aucun droit de garder Lumo. Il hurla, tenta de claquer la porte. Mais les caméras avaient déjà commencé à filmer. Des journalistes étaient arrivés, prêts à révéler la vérité. Leur découverte a choqué la nation entière. Gilo percevait des allocations sociales du gouvernement sous le nom de Lumo, se faisant passer pour un père aimant alors qu'en réalité, il exploitait l'enfant pour de l'argent. La vidéo de son visage rouge de colère, criant sur la police, est devenue virale en quelques heures. La colère s'est emparée de tout le pays. Comment un homme a-t-il pu mettre une adolescente à la porte et utiliser son petit frère comme une machine à sous? L'histoire de Kima était désormais partout. À la télévision, dans les journaux, sur les réseaux sociaux. Alors que Gilo était emmené pour être interrogé, Kima entra enfin dans la maison. Là, dans une petite pièce, elle aperçut Lumo. Il leva les yeux, confus, tenant un ours en peluche usé. Elle s'agenouilla et dit doucement, « C'est moi. Je suis revenu, comme promis. » Et pour la première fois depuis des années, son cœur se sentit à nouveau entier. Elle avait affronté le monstre et gagné. Pas seulement pour elle, mais pour son frère. Dès que Kima entra dans la petite pièce et l'appela, le petit Lumo leva les yeux. Pendant une seconde, le silence régna. Puis son visage s'illumina. Il se jeta dans ses bras et la serra fort, refusant de la lâcher. Même s'il était encore petit, il se souvenait d'elle, celle qui l'avait nourri, baigné et aimé comme personne d'autre. Peu lui importait qu'elle soit sa sœur. Pour lui, elle était sa mère. Et pour Kima, il était son fils. Kima ramena Lumo chez elle, dans la paisible campagne où Tego et Ebeni l'attendaient à bras ouverts. Lumo s'installa rapidement. Il sourit davantage, rit de nouveau. Il appela Kima Mama, et elle ne le corrigea pas, car c'était le cas. Elle lui apportait amour, chaleur et sécurité. Des choses qui lui avaient manqué si longtemps. La communauté qui ignorait autrefois son histoire la soutenait désormais. Les habitants de la ville respectaient Kima. Ils voyaient sa force, sa gentillesse et tout ce qu'elle avait enduré. Mère, enseignants et même des inconnus la félicitaient pour son inébranlabilité. Tego l'a encouragé à tout écrire. « Ton histoire peut aider les autres ?» lui a-t-il dit. Kima a donc mis tout son cœur dans chaque page. Elle a écrit sur la mort de sa mère, la cruauté de Gelo, ses nuits seules, la rue pluvieuse où elle pleurait, le trajet en taxi qui a changé sa vie et l'amour retrouvé dans les bras de son frère. Elle a intitulé ce livre « Jeté à 2 heures du matin ». Sa publication a touché le cœur de tous. Les gens l'ont lu, pleuré et partagé. C'est devenu un best-seller. Kima a été invitée à des talk-shows, dans des associations de femmes et dans des écoles. Eon s'était transformé de vérité et d'opinion. Malika était assise tranquillement au milieu de tout cela, regardant la famille se déchirer. Mais au lieu d'avoir peur, elle se sentait calme. Elle réalisa quelque chose de puissant. La vérité avait enfin éclaté. Et même si cela déclenchait une tempête, c'était mieux que de vivre dans le mensonge. Pour la première fois, les gens parlaient franchement. Les masques tombaient. Et même si c'était douloureux, on avait l'impression que la guérison avait enfin commencé.
Jomo resta à ses côtés tout le temps, la main sur son épaule, la soutenant. Il protesta pas si battait pas. Il se contenta de se tenir droit, montrant à tous que sa loyauté avait changé. Il ne cherchait plus à satisfaire les deux parties. Il avait choisi Malika. Des membres de sa famille sont venus la voir, l'ont serrée dans leurs bras et lui ont présenté leurs excuses. D'autres s'éloignèrent en secouant la tête, trop fiers pour admettre leur erreur. Mais quel que soit leur camp, une chose était claire, la famille ne serait plus jamais la même. Des limites avaient été tracées. Des secrets avaient été révélés. Et maintenant, chacun devait choisir. Rester fidèle à la vérité ou se taire. Le lendemain de ce dîner dramatique, un événement inattendu s'est produit. Une vidéo du dîner avait été secrètement enregistrée et publiée en ligne. Personne ne savait qui avait commis le crime, mais la vidéo montrait tout. Les paroles cruelles de Tanziba, les aveux bouleversants de Jomo, la vérité sur sa stérilité et le moment où il a révélé le passé caché de sa mère. En quelques heures, la vidéo s'est répandue comme une traînée de poudre. Des gens de toute la ville, et même au-delà, ont commencé à regarder et à partager la vidéo. Au début, Malika était gênée. Elle ne voulait pas que le monde entier voie sa douleur. Elle se sentait exposée et à vif. Mais soudain, quelque chose d'incroyable s'est produit. Des femmes de partout ont commencé à lui envoyer des commentaires, des messages et même à l'appeler. Elles ont partagé leurs propres histoires, on les a traitées de stériles, elles ont souffert en silence, on les a accusées de choses dont elles n'étaient pas responsables. Elles ont remercié Malika d'avoir tenu bon, de ne pas s'effondrer, d'avoir laissé éclater la vérité. On a commencé à la qualifier de courageuse. Certains disaient qu'elle était la voix des femmes qui n'avaient personne pour les représenter. Son nom a commencé à faire le buzz sur les réseaux sociaux. Des blogueurs ont écrit des articles sur son histoire. Les stations de radio en parlaient dans leurs talk shows. Des hashtags comme « Je soutiens Malika »,« Briser le silence » étaient omniprésents. La douleur qu'elle avait autrefois cachée était désormais devenue sa force. Certains hommes se sont même joints à la conversation. Ils ont admis que la société impute souvent la stérilité aux femmes et ont félicité Jomo d'avoir dit la vérité et d'avoir défendu sa femme. Les couples ont commencé à avoir des conversations franches. Des églises et des groupes communautaires ont invité Malika à prendre la parole. Ils souhaitaient qu'elle partage son histoire et aide les autres à guérir. Tante Zeba, quant à elle, a essuyé de vives critiques. Beaucoup ont été choqués par la façon dont elle a traité sa belle-fille, surtout après avoir caché son propre passé. Certains l'ont défendue, affirmant qu'elle n'était qu'un produit de son époque. Mais la plupart ont jugé ses propos cruels et impardonnables. Sa réputation au sein de la communauté commença à changer. Malika n'avait rien demandé de tout cela. Elle n'avait pas prévu d'être sous les feux des projecteurs. Mais maintenant qu'elle l'était, elle a décidé d'en faire bon usage. Au lieu de se cacher, elle a fait preuve de courage. Elle a commencé à fréquenter des groupes de femmes, à partager son histoire et à écouter les autres. Elle est devenue un symbole de force, non seulement parce qu'elle a survécu, mais aussi parce qu'elle s'est relevée. Ce qui avait commencé comme un moment douloureux lors d'un dîner de famille avait donné naissance à un mouvement. Les femmes n'avaient plus peur de parler. Des conversations avaient lieu dans les foyers, les églises et les marchés. Les gens apprenaient que l'infertilité n'est pas un secret honteux et que chaque femme mérite le respect, qu'elle ait des enfants ou non. Le nom de Malika était désormais connu de tous. Mais plus que cela, son courage inspirait le changement. Et ce n'était que le début. Après tout ce qui s'était passé, Malika a pris un peu de temps pour elle. Elle se tenait à l'écart du bruit, de l'attention et même des drames familiaux. Elle avait besoin de respirer, de réfléchir et de comprendre le sens de sa vie. Le monde la voyait forte, mais au fond d'elle-même, elle était encore en train de guérir. Elle se posait beaucoup de questions. Que signifie être une femme? La maternité est-elle le seul moyen de se sentir épanouie? Sa vie a-t-elle encore un sens sans enfant? Puis, un matin, Malika se réveilla avec une force nouvelle. Elle se regarda dans le miroir, le regard encore fatigué, mais cette fois rempli de détermination. Elle avait traversé tant de souffrances, mais elle ne voulait plus que ce soit seulement de la souffrance. Elle voulait en faire quelque chose qui aiderait les autres. Elle pensait aux femmes qui lui écrivaient, à celles qui pleuraient en silence, à celles qui étaient humiliées par leur famille, à celles qui se sentaient seules. Et c'est là qu'elle a pris sa grande décision. Malika a créé une fondation, qu'elle a appelée
utérus silencieux, voix forte. C'était un lieu sûr pour les femmes confrontées à l'infertilité, où elles pouvaient parler, partager, pleurer et se sentir écoutées. Elle a invité des médecins, des thérapeutes et des femmes ayant vécu des expériences similaires à se joindre à elle. Elle ne voulait pas qu'une femme subisse ce qu'elle avait vécu. Des années de souffrance, de reproches et de silence. Au début, les gens étaient surpris. Certains pensaient qu'elle essaierait un autre traitement ou adopterait un enfant, mais Malika a clairement fait comprendre qu'il ne s'agissait pas de trouver une autre façon d'être mère. Il s'agissait de trouver un nouveau but. Elle voulait montrer au monde que la valeur d'une femme ne réside pas seulement dans sa capacité à donner naissance, mais aussi dans son cœur, sa force, sa gentillesse et sa capacité à soutenir les autres. Sa fondation a commencé modestement. Quelques femmes se réunissaient chaque semaine dans une salle louée. Elles discutaient, pleuraient et se soutenaient mutuellement. Mais bientôt, d'autres femmes les rejoignirent. Les chaînes d'information sont venues couvrir son histoire. Les dons ont commencé à affluer. En quelques mois, elle avait aidé plus d'une centaine de femmes. Certaines ont bénéficié d'un traitement gratuit, d'autres d'une thérapie, et d'autres encore ont simplement trouvé la paix en sachant qu'elle n'était pas seule. Malika s'est également rendue dans les écoles et les églises, enseignant la gentillesse, le respect et la vérité sur l'infertilité. Elle est devenue une voix dans sa communauté, non pas parce qu'elle criait, mais parce qu'elle parlait avec vérité et amour. Jomo l'a soutenue tout au long de cette épreuve, fière et encourageante. Il avait commis des erreurs, mais à présent, il apprenait et grandissait. Leur relation s'est renforcée, non pas grâce aux enfants, mais grâce à l'honnêteté et à la guérison. La vie de Malika avait changé. Pas comme elle l'avait rêvé, mais d'une manière encore plus puissante. Elle n'avait pas de bébé dans les bras, mais quelque chose d'autre. Espoir, force et une mission qui touchaient les cœurs. Et pour la première fois, elle se sentait pleine, entière et fière de ce qu'elle était devenue. Des mois s'étaient écoulés depuis que la vidéo était devenue virale et la poussière retombait peu à peu. Malika avait construit quelque chose d'incroyable à partir de sa douleur et le monde commençait à la voir non seulement comme une femme en difficulté, mais aussi comme une leader, une battante et une source d'inspiration. Pourtant, des murmures subsistaient dans sa famille. Cette même famille qui lui avait autrefois tourné le dos voulait maintenant arranger les choses. Tante Ziba a été la première à prendre contact. Elle a envoyé un message demandant pardon, expliquant qu'elle avait eu tort pour ce qu'elle avait dit au dîner et qu'elle souhaitait se racheter. D'autres membres de la famille ont suivi, les appelant, les textos et même les rendant visite. Ils voulaient s'asseoir avec Malika, s'excuser et essayer de réparer ce qui avait été brisé. Malika ne les ignora pas, mais elle n'était pas pressée non plus. Elle avait fait la paix avec son propre parcours et elle n'allait pas se laisser abattre à nouveau par le passé. Elle accepta de les retrouver dans son coin tranquille préféré, un petit café au bord du lac, où le soleil se couchait parfaitement et où le calme régnait. À l'arrivée de la famille, pas de grands discours, pas d'excuses grandioses. Au début, c'était gênant, chacun s'agitant sur son siège, ne sachant pas par où commencer. Finalement, tante Ziba prit la parole, la voix tremblante. « Malika, je suis désolé. J'ai eu tort de dire ce que j'ai dit. Je vois maintenant la douleur que je t'ai causée et je suis désolé. J'ai beaucoup appris de toi et j'espère que tu trouveras la force de me pardonner. » Malika la regarda, la femme qui l'avait traitée de stérile et qui l'avait rabaissée pendant tant d'années. Elle ressentit une vague d'émotions, colère, douleur, mais aussi un sentiment de libération. Elle pouvait pardonner, mais elle n'oublierait pas. Elle avait appris à fixer des limites. Elle les regarda tous d'une voix calme mais ferme. « Je vous pardonne, dit-elle d'une voix mesurée mais pleine de force, mais je veux que vous compreniez quelque chose. Je n'ai peut-être pas d'enfant, mais j'ai donné naissance à ma propre force. Je n'ai plus besoin de ton approbation pour me sentir entière. C'est moi qui façonne ma vie et je ne laisserai personne me rabaisser à nouveau. » Le silence retomba dans la pièce, imprégné du poids de ses paroles. Tante Ziba, comme le reste de la famille, avait les larmes aux yeux. Il n'avait jamais vu Malika ainsi, forte, inébranlable et sans complexe. Il comprenait enfin ce qu'elle était devenue. Malika se leva, prête à partir, mais sans colère. Elle leur avait pardonné, mais elle avait posé ses limites et elle était enfin libre. « Je vous aimerai toujours, » dit-elle en les regardant chacun dans les yeux, « mais ma vie, mon histoire, ne seront plus définies par ce que vous pensez de moi. » En s'éloignant, son cœur était plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Pour la première fois,
Elle avait le sentiment de maîtriser pleinement son destin. Elle avait transformé sa douleur en pouvoir, et personne ne pouvait le lui enlever. Son histoire, sa force, était devenue un phare pour tant d'autres et désormais rien ne pourrait plus obscurcir cette lumière.